Le 3 juin, à 13h15, l'aviation allemande bombarde Paris. « 250 civils tués autour des usines de Billancourt. Les Parisiens se souviennent des images de Madrid et Malaga, bombardées pendant la guerre d'Espagne, et plus récemment les incendies de Varsovie et ceux de Rotterdam. Ce sont les mêmes souffrances. Alors, ils prennent peur. Le 5 juin, le président du Conseil nomme Charles de Gaulle sous-secrétaire d'État à la guerre. Ce général dit qu'il ne faut pas capituler. Personne ne sait qui il est. À quoi ressemble-t-il? Le gouvernement, les administrations quittent la capitale dans la pagaille. On entasse les dossiers sur des charrettes. C'est la débandade. Les blindés de Rommel sont à Rouen. Paris est déclarée ville ouverte. Les derniers habitants abandonnent leurs biens pour sauver leur peau. Pourquoi est-on parti, se demande encore Mireille. En Bourgogne, nous avions les caves à vin où nous cacher. Nous sommes partis dans 2 voitures avec 11 enfants, 4 adultes et 3 bonnes enfants. On a accroché aux voitures des prolonges. Et dans les prolonges, on mettait de la nourriture, des bidons d'essence et puis des trésors. Et ma mère avait même rajouté ma poupée qui s'appelait Simon. Elle avait le nez cassé parce que mon frère l'avait fait tomber. C'est au milieu des rires que ces jeunes enfants ont quitté la grande maison d'Alox-Corton. Ils n'ont pas deviné sous les visages graves l'angoisse des adultes qui les accompagnent vers le Pays Basque. Les voitures étaient toujours en panne. Alors, on avait les pneus qui crevaient parce qu'il y avait des chevaux, il y avait les clous des chevaux, et les clous des chevaux faisaient crever les pneus. Les routes étaient très, très encombrées. Pour faire les 20 premiers kilomètres, on a dû mettre 3 heures, parce qu'on était au milieu des gens. On était comme dans un énorme embouteillage. C'était gai pour nous, il y avait plein de monde, il y avait plein de cousins. Enfin, vous voyez, c'était une atmosphère de vacances. Et on avait une tante merveilleuse qu'on adorait qui nous chantait des chansons. Alors les chansons de l'époque étaient un peu bébêtes, c'était le genre enfin j'ai une auto, enfin j'ai une auto. Aller le plus loin possible, là où l'Allemand n'ira pas. Pour Mireille, l'exode s'achève en Savoie. Lorsque la famille descend de voiture, la Wehrmacht occupe déjà la région. La famille royale belge, les Rothschild et le duc de Windsor traversent la France sous la protection des gendarmes. Les grosses berlines qui fendent la foule provoquent le ressentiment des réfugiés contre ces nantis qu'ils accusent d'être les fauteurs de guerre. Les préfets ont été mobilisés pour leur permettre d'atteindre la frontière espagnole sans encombre. En bateau ou en avion, ils partent pour l'Angleterre ou les États-Unis. C'est le sauve qui peut. Les usines reçoivent un ordre d'évacuation pour poursuivre leur travail à l'abri des combats. Vassy est un gros bourg de la Champagne-Pouilleuse, près de Saint-Dizier. En juin 1940, la fonderie locale travaille pour la défense nationale. La guerre, on en parlait beaucoup dans ma famille, pour plusieurs raisons d'ailleurs, mais la première, c'est que mon père était directeur d'une fonderie et que cette fonderie, depuis 1938, abandonnait un certain nombre de fabrications pour passer à des fabrications d'obus. Le 12 juin 1940, les machines-outils s'arrêtent. Le silence s'installe. Il y avait une cloche sur le toit qui, 4 fois par jour, rythmait à la fois la vie de l'usine, mais aussi notre propre vie, si vous voulez. Et à un moment donné, je ne peux pas dire le nombre de jours, elle s'était arrêtée.
Mon père s'est trouvé comme un capitaine sans troupe. Et je crois qu'il a retardé le plus possible le départ, lui personnellement. Il était pas, ça devait le déchirer de quitter toute de l'entreprise, parce qu'il voyait pas très bien ce qui se passait. Le jour où Jean quitte Vassy, il fête son 12e anniversaire. Le dernier spectacle que j'ai eu en quittant Vassy, où il n'y avait plus personne, la ville s'était vidée, je ne sais pas depuis quand, si c'était la veille ou autre, c'était vraiment la désorganisation générale. Soldats avec des armes, sans armes, avec les civils qui étaient allongés sur les côtés, tout, on voyait tout. Moi, j'étais complètement avec le nez sur la glace, regardant tout. Tout était sujet d'intérêt pour moi. J'avais la vision d'un chaos, mais pas forcément de la guerre. Je me souviens très bien des tractions avant. Les officiers étaient toujours dans des tractions avant. Et ils cherchaient leurs troupes. Et les troupes cherchaient les officiers. Bon, alors, ils se mettaient à des carrefours, ils arrêtaient, ils essayaient de reconstituer. Enfin, on avait l'impression d'une désorganisation générale parce que tous ceux qui essayaient de mettre de l'ordre, d'une façon générale, gueulaient. Je les vois encore essayer de machiner, puis faire passer d'autres véhicules. Enfin, pour moi, c'était extraordinaire, cette espèce d'amalgame de tout, de diversité. Cette confusion de l'odorat, de la vue et du son, si vous voulez, c'est l'exode, c'est l'Odyssée, si vous voulez. C'est l'exode, Paris se vide et se transforme en une ville aveugle, muette, paralysée, sans autobus ni métro, dans laquelle résonnent les pas des derniers habitants. Paris c'était affreux. Il y avait comme un brouillard qui couvrait Paris, qui était très sale. C'était une affreuse journée d'automne alors qu'on était au mois de juin et qui aggravait encore le sentiment douloureux que l'on avait. Donc qu'est-ce que ça nous cachait? Il y avait une anxiété. Les journaux se remplissent d'avis de recherche de couples séparés et de parents d'enfants perdus aux 4 coins du pays. Des fous évacués de l'asile se mélangent à la foule et annoncent l'apocalypse à des femmes au visage fermé qui serrent les dents. Les enfants pleurent. Un gendarme en fuite dit que les Italiens sont entrés en guerre. Mais tout le monde semble résigné. Le bourgeois qui a perdu sa maison et le paysan qui a perdu ses bêtes. Les Allemands sont à quelques kilomètres de là. Les premiers civils qu'ils croisent ont peur. Une voix s'élève. Ils arrivent. Une femme les a vus dans le village voisin. Ils seront là dans un quart d'heure. Cachez les enfants, fermez les portes et les volets. Ils saccagent tout. Ils sont là. À un moment, nous avons entendu un espèce de bruit sourd, comme ça, continu. Et nous avons regardé par la fenêtre et nous avons vu arriver les chars. Tout le monde a fermé ses volets, parce que pour ne pas regarder, pour ne pas y voir, on regardait quand même, à travers les fentes des volets de bois de l'époque. Et nous avons vu arriver ces chars qui roulaient indéfiniment, on ne voyait ni le commencement ni la fin. Et ça a été... alors là, j'ai commencé à me rendre compte, là, de ce que c'était que la guerre. Nous étions réfugiés dans une ferme française, près de Saint-Omer, et on a vu les troupes allemandes, à un moment donné, encercler la ferme. On avait l'impression que tout à coup, on avait peur d'être fusillés immédiatement ou tués immédiatement. On ne savait pas ce qui nous attendait. Surtout moi qui étais enfant et qui ne comprenais pas très bien ce qui se passait. Le premier Allemand que j'ai vu, c'était un estafette qui est passé en moto. Et là, j'ai dit à papa, il vient de passer un Allemand.
Et papa il me dit, tu es certain? Je dis oui. D'après les photos que nous avions vues, j'ai vu que c'était en estafette. Et là, papa dit, on ne va pas plus loin. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit « Ah, les voilà !» Et j'ai fait arriver les Allemands, mais ils sont arrivés un par un. Mon premier Allemand, je l'ai vu sur une moto, un soldat avec un casque. À ce moment-là, j'avais vu des photos, je savais, c'était un soldat allemand. C'était l'été, mais il avait quand même un manteau de cuir, une mitraillette sur la poitrine. Et il avait l'air d'un soldat de bande dessinée.